Ma sœur m'a banni de son mariage et a envoyé un texto dans la conversation de groupe familial, une fête chic, pas pour les prolétaires. Mes parents ont réagi avec un « j'aime ». J'ai souri et répondu « alors paie toi-même les fleurs, l'orchestre et la scène ». 2 minutes plus tard. Le message était supprimé, et 20 appels paniqués ont suivi. Le message est apparu dans notre conversation de groupe familial un vendredi soir. Le genre de soir où l'on pense que tout est calme, et où une seule phrase vous fait réaliser que les gens que vous appelez votre famille ne vous ont jamais vraiment considéré comme l'une des leurs. Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, je suis ingénieur système à Bordeaux, en Gironde, et je suis la plus jeune fille d'une famille qui s'est toujours plus souciée des apparences que de la gratitude. Sur l'écran, les mots clignotaient en blanc vif. Une fête chic n'est pas pour les prolétaires. Il venait de ma sœur, une femme qui n'a jamais eu à travailler un seul jour de sa vie parce que quelqu'un d'autre a toujours payé pour elle. Avant même que je puisse réagir, le petit emoji cœur est apparu sous son message. Il venait de ma mère. Le silence a suivi. Personne n'a rien dit. Ni mon père, ni personne d'autre. Juste cette unique approbation flottant sur l'écran, comme pour confirmer que je n'avais pas ma place à son mariage chic. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai fixé mon téléphone et j'ai tapé avec soin, alors paie toi-même les fleurs, l'orchestre et la scène. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai regardé les coches de lecture devenir bleues. 2 minutes plus tard, le message a disparu. La conversation est devenue silencieuse. Puis mon téléphone s'est illuminé comme une sirène. 20 appels manqués, l'un après l'autre. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je suis juste restée assise là, à regarder la lueur de mon écran, me demandant depuis combien de temps je finançais une famille qui me voyait comme une étrangère. Cette nuit-là, j'ai décidé d'arrêter de faire semblant. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le lendemain, leur mariage parfait s'effondrerait avant même d'avoir commencé. Si vous avez déjà été traité comme l'étranger dans votre propre famille, restez avec moi jusqu'à la fin. Cette histoire n'est pas une histoire de vengeance. Elle parle de la prise de conscience de sa propre valeur lorsque les gens que vous aimez vous font sentir petit. Abonnez-vous et partagez vos réflexions. Quelqu'un, quelque part, pourrait avoir besoin d'entendre ça aussi. En grandissant à Bordeaux, j'ai appris très tôt que les enfants silencieux sont ignorés, surtout dans les foyers où l'attention est une monnaie d'échange. Ma sœur, Coralie, est née avec ce genre de charme qui attirait les regards comme la lumière attire les papillons de nuit. Les gens adoraient sa confiance et son apparence, et notre mère, Martine, s'assurait que le monde la voit comme le reflet de tout ce que notre famille était censée avoir de beau. Mon père, Raymond, doux et peu enclin au conflit, préférait l'harmonie à l'équité, ce qui signifiait que le silence était sa solution à presque tout. Dans notre maison, les apparences étaient traitées comme des valeurs, et le succès se définissait par la façon dont les autres parlaient de nous plutôt que par ce que nous faisions réellement. Maman croyait que la réputation était une question de survie. Elle disait souvent, les gens respectent ce qu'ils voient, pas ce qu'ils ne voient pas. Alors, elle passait son temps à cultiver une image parfaite pendant que j'apprenais tranquillement à construire de vraies choses au lieu de faire semblant. Coralie a appris à obtenir tous les avantages d'un sourire. J'ai appris à réparer les choses que personne ne remarquait, les éviers qui fuient, les ampoules qui clignotent, les appareils électroménagers cassés que personne ne me remerciait de réparer. Quand j'ai dit à maman que je voulais étudier le génie électrique, elle a marqué une pause, confuse, comme si elle ne pouvait pas comprendre pourquoi une fille choisirait les fils électriques plutôt que les garde-robes. C'est pratique, lui ai-je dit. Ça permet de garder les lumières allumées. Elle a hoché la tête, mais n'a jamais eu l'air impressionnée. Après mon diplôme, j'ai trouvé un emploi dans une petite entreprise de technologie et je suis devenu la seule personne de la famille à avoir un revenu stable. Coralie passait d'une passion à temps partiel à une autre, la mode, les blogs, la décoration d'intérieur, et quelques entreprises éphémères qui coûtaient plus qu'elles ne rapportaient. Chaque fois, maman soupirait en disant que les esprits créatifs n'étaient pas faits pour les règles, et papa souriait faiblement, peu disposé à argumenter. Chaque fois que quelque chose se cassait ou que les factures s'accumulaient, j'étais la première personne qu'ils appelaient. Quand le toit a commencé à fuir, maman a dit, ma chérie, tu es douée avec les chiffres. Occupe-toi de ça. Quand le réfrigérateur a cessé de fonctionner, papa m'a discrètement tendu le devis qu'il ne pouvait pas se permettre de payer. Et quand Coralie a accumulé des dettes de cartes de crédit après une autre virée shopping impulsive, elle est venue me voir en pleurant, promettant de me rembourser un jour. Elle ne l'a jamais fait. Au début, les aider me donnait le sentiment d'être utile. Je me disais que c'était de l'amour,
le genre d'amour qui soude une famille lorsque tout le reste s'effondre. Mais peu à peu, les demandes ont cessé de ressembler à des demandes. Elles sont devenues des attentes. Tu es la personne stable, ma chérie, disait maman avec un sourire, comme si la stabilité était une ressource qu'elle pouvait réclamer quand elle le voulait. C'est à ça que sert la famille. Je voulais y croire. Vraiment. Pourtant, plus je donnais, plus je me sentais petite. Chaque problème devenait en quelque sorte le mien à résoudre. Chaque dette m'appartenait en quelque sorte. Je travaillais plus longtemps, je prenais des services supplémentaires, et je me persuadais que si je pouvais assurer le confort de tout le monde, ils finiraient par me voir pour qui j'étais, une fille qui comptait. Mais le confort est une dépendance. Une fois qu'on le fournit, les gens cessent de voir l'effort qu'il y a derrière. J'ai cessé d'être une personne à leurs yeux et je suis devenu une solution, un filet de sécurité qu'ils supposaient toujours assez large pour les rattraper. Au moment où Coralie a commencé à fréquenter l'homme qui allait devenir son fiancé, j'avais déjà payé pour un nombre incalculable d'urgences. Et pendant qu'elle flottait dans la vie, portée par son charme et une générosité d'emprunt, je gardais le silence, réparant le même cycle qui me brisait lentement. Je ne me plaignais pas. Je ne protestais pas. Je gardais une voix basse, les mains occupées et la tête baissée, car c'est ainsi que j'avais survécu en grandissant invisible. Quand Coralie s'est fiancée à un banquier, mes parents ont agi comme si elle avait épousé un membre de la royauté. Au moment où elle leur a montré la bague, maman a failli fondre en larmes. Elle a appelé les parents, les voisins, même ses amis du club de bridge, répétant la même phrase, « Notre Coralie obtient enfin la vie qu'elle mérite ». Papa souriait fièrement mais disait peu, se contentant de laisser maman mener le défilé d'enthousiasme. En une semaine, notre salle à manger était remplie de magazines de mariage, d'échantillons de tissus et de carnets intitulés « Rêve de mariage ». Maman se déplaçait dans la maison comme une directrice de campagne se préparant pour une élection, déterminée à faire du mariage l'événement de la décennie. Elle parlait de photographes, de décorateurs floraux, d'orchestres et de cocktails signatures comme si elle avait un budget illimité. Ce qu'elle ne mentionnait pas, c'est qu'il n'y avait pas de budget réel, juste la supposition que je couvrirais tout ce qu'ils ne pouvaient pas payer. Au début, cela a commencé modestement. Maman m'a demandé de l'aider avec quelques acomptes. Cela semblait anodin, voire généreux, mais chaque fois que je payais une facture, une autre suivait. Coralie voulait un lieu en plein air avec vue sur un lac et une piste de danse en verre. Le coût a presque doublé l'estimation initiale. Et quand j'ai hésité, maman a dit doucement, « Tu gagnes bien ta vie, ma chérie. Tu sais à quel point nous sommes fiers de toi. » Ces paroles étaient des obligations mielleuses. À la troisième facture, j'ai réalisé que j'avais déjà couvert presque la totalité du coût du lieu. Quand j'ai demandé si Coralie ou son fiancé comptait me rembourser, maman a ri doucement. La famille ne tient pas les comptes, Camille. Tu comprendras quand ce sera ton tour. Je voulais lui demander quand mon tour viendrait, mais je ne l'ai pas fait. J'avais appris il y a longtemps que contester les attentes familiales ne faisait que me donner l'air ingrate. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête, faisant semblant d'aller bien, tout en regardant en silence mes économies diminuer. Quelques jours plus tard, j'ai retrouvé ma meilleure amie, Sophie, dans un café près de mon bureau. Elle connaissait ma famille mieux que personne. Après m'avoir écouté énumérer chaque nouvelle dépense, elle a remué lentement sa boisson et a dit, « Tu dois fixer une limite avant qu'il ne te vide complètement. » J'ai essayé d'en rire, en disant que ce n'était pas si grave. Elle s'est penchée plus près. « Tu penses que tu maintiens la paix, mais tu leur apprends que tes limites n'existent pas. » Ces mots sont restés dans ma tête, mais je les ai repoussés. Je me suis dit que les familles fonctionnaient différemment, que l'amour ressemblait parfois à un sacrifice. J'avais grandi en croyant que la paix était plus importante que l'équité. Alors, quand maman a de nouveau appelé pour me demander si je pouvais aider à payer le dîner de fiançailles, j'ai dit oui automatiquement, comme on respire sans y penser. Coralie m'a envoyé un texto plus tard dans la nuit, « Merci d'avoir payé le dîner. Tu es la meilleure sœur du monde. » J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Il n'y avait ni honte ni hésitation dans ces mots, juste la confiance de quelqu'un qui supposait que l'aide lui était due. Au fil des mois, les fiançailles se sont transformées d'une célébration familiale en un fardeau financier auquel je ne pouvais pas échapper. Chaque conversation avec maman commençait avec enthousiasme et se terminait par une facture. Papa restait silencieux, faisant semblant de ne pas remarquer l'attention. J'ai arrêté de vérifier mon solde après chaque virement. Ça faisait trop mal de voir les chiffres baisser. Au moment de la fête de fiançailles, j'étais épuisé.
J'ai souri pour les photos, j'ai trinqué au champagne et j'ai félicité ma sœur, tout en me demandant combien de temps je pourrais continuer à prétendre que la générosité était la même chose que l'amour. La vérité que je refusais d'admettre se formait déjà comme un bleu sous la surface. Dans ma famille, l'amour avait un prix, et c'était toujours moi qui le payais. Une semaine avant le mariage, ma patience a finalement craqué. C'est arrivé à la table de la salle à manger de mes parents, le même endroit où chaque conversation semblait se terminer avec quelqu'un me tendant une autre facture. Coralie était assise en face de moi, faisant défiler les pages sur sa tablette pendant que maman arrangeait des échantillons de tissu à côté de son assiette. La pièce sentait le poulet rôti et la cire de bougie, mais l'air était lourd de quelque chose d'autre, latente. Maman a souri de cette manière prudente qu'elle avait toujours avant de demander de l'argent. « Ma chérie, nous avons juste besoin de quelques finitions », a-t-elle commencé. Le fleuriste dit que les arrangements pour l'arche coûteront un peu plus cher. Et Coralie a trouvé un groupe formidable, très élégant. Oh, et le supplément pour le champagne n'est pas négociable. Nous ne pouvons pas servir le bas de gamme, pas à un mariage comme celui-ci. Je n'ai rien dit au début. Ma fourchette flottait au-dessus de l'assiette, mon appétit avait disparu. Coralie a levé les yeux et a dit nonchalamment, « Ce n'est pas tant que ça, Camille. Les mariages chics ne sont pas bon marché, tu sais. » Cette phrase m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Pendant un instant, je l'ai juste observée, la façon dont elle ajustait son bracelet, la façon dont elle ne croisait pas mon regard. Elle l'a dit comme si j'avais oublié ma place, comme si tout payer faisait simplement partie de l'ordre naturel des choses. Maman a pris ma main. « Tu es notre fierté, Camille. Tu as travaillé si dur. Aide ta sœur à briller. » J'ai senti le poids des années s'abattre sur moi, chaque facture, chaque attente non formulée, chaque moment où j'avais ravalé ma frustration au nom de la paix. J'ai pris une lente inspiration avant de dire, j'ai déjà couvert plus que je n'aurais dû. Un silence a suivi, le genre qui s'étire si loin qu'on peut entendre l'horloge faire tic-tac dans la pièce voisine. Papa s'est raclé la gorge mais n'a pas dit un mot. Ses yeux allaient de l'une à l'autre, cherchant un endroit où se poser, mais il est resté silencieux, comme toujours. Le sourire de maman s'est effacé. Nous contribuons toutes à notre manière, chérie. Coralie a fait tellement de planification. Tu aides juste à équilibrer les choses. J'ai laissé échapper un petit rire las. Équilibrer ? J'ai payé le lieu, le dîner, les décorations. Qu'est-ce qu'on équilibre exactement ? Coralie m'a finalement regardé, son ton froid. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de l'image de la famille. Si tu ne peux pas soutenir ça, peut-être que tu ne devrais pas du tout être impliqué dans l'organisation. Ces mots ont tranché le dernier fil de patience qu'il me restait. J'ai posé ma fourchette et les regardé dans les yeux. Alors, ne m'impliquez pas. Plus rien de ma part. Pour la première fois, maman n'avait pas de réponse toute prête. Le son de sa respiration a rempli le silence. Papa fixait son assiette. Même la confiance de Coralie a semblé vaciller un instant avant qu'elle ne marmonne, « Tu exagères. » Je me suis levé, repoussant ma chaise avec précaution pour qu'elle ne grince pas, « Je n'exagère pas. J'en ai simplement assez. » Personne n'a essayé de m'arrêter alors que je sortais de la salle à manger. Derrière moi, j'ai entendu le faible cliquetis des couverts et le murmure étouffé des voix, maman chuchotant quelque chose à papa, Coralie soupirant de manière dramatique. Mais plus rien de tout cela n'avait d'importance. Quand je suis arrivé à ma voiture, mes mains tremblaient sur le volant. Je suis resté assise là un moment, à regarder mon reflet dans le pare-brise. Je n'avais pas l'air en colère. J'avais l'air fatigué. Fatigué d'être utile. Fatigué d'être silencieuse. Fatigué de prétendre que donner sans fin était la même chose que l'amour. Cette nuit-là, aucun d'eux n'a appelé. La conversation de groupe familial est restée silencieuse pour la première fois depuis des mois. Le calme aurait dû être apaisant, mais ce n'était pas le cas. C'était comme le bruit de quelque chose qui se brise, quelque chose que j'avais passé toute ma vie à maintenir. La veille du mariage, la conversation de groupe familial s'est illuminée comme un feu d'artifice. J'étais seul à la maison, assise sur le canapé avec mon ordinateur portable ouvert, la douce lueur de l'écran étant la seule lumière dans la pièce. Les notifications ont commencé à affluer, les unes après les autres, et j'ai supposé qu'il s'agissait de logistique de dernière minute. Je m'attendais à des plans de table, des heures de livraison, peut-être quelques mises à jour sur le traiteur. Mais un seul message est apparu et a tout figé.
Il venait de Coralie. Elle a écrit « Une fête chic, pas pour les prolétaires ». Pendant plusieurs longues secondes, j'ai simplement fixé l'écran. Le message semblait irréel, comme lire la chute d'une blague cruelle que personne n'admettrait jamais avoir racontée. Puis, maman a réagi avec un emoji cœur, un saut d'approbation silencieux brillant sous ces mots. Papa restait en « non lu », son nom immobile en bas de l'écran, exactement là où il se trouvait toujours quand un conflit commençait. Quelque chose a changé en moi. Ce n'était ni le choc ni la colère, mais la reconnaissance creuse que j'avais connue cette vérité depuis le début. Le message disait tout ce qu'ils avaient évité de dire pendant des années. J'avais toujours compris comment ils me voyaient, pratique, fiable, celle qui tenait les choses ensemble, mais qui n'appartenait jamais à l'image parfaite qu'ils voulaient montrer au monde. Pourtant, voir ces mots apparaître par écrit, entourés d'émojis joyeux et d'autocollants de mariage, a fait tomber la dernière couche d'illusion. Mes mains ont plané au-dessus du clavier un instant avant que je ne commence à taper. Ma réponse fut calme, délibérée et tranchante, alors paie toi-même les fleurs, l'orchestre et la scène. J'ai appuyé sur envoyer. Le message est apparu sous le sien dans la conversation, et à l'instant où il l'a fait, le silence s'est rompu. En moins de 2 minutes, le message original a disparu, supprimé sans laisser de traces. Puis les appels ont commencé. Mon téléphone a vibré encore et encore, chaque sonnerie plus aiguë que la précédente. Maman, puis Coralie, puis maman, une fois de plus. Les notifications s'empilaient si vite que l'écran est devenu un flou de noms. Appelle-nous tout de suite. Ne sois pas dramatique. Tu es en train de tout gâcher. Leurs mots arrivaient plus vite que je ne pouvais les lire. Je n'ai pas répondu. Je suis restée assise, immobile, regardant le téléphone clignoter de l'autre côté de la pièce comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du faible vrombissement du téléphone contre la table. Dehors, Bordeaux était calme, les rues douces de l'air du soir, le monde continuant tranquillement pendant que ma famille se délitait à travers des écrans lumineux. Je me suis retourné vers mon ordinateur portable. La boîte de réception était remplie de messages de vendeurs et de coordinateurs, confirmation de paiement, réservation de lieu, commande florale finale. Mon cœur était calme alors que j'ouvrais chacun d'eux et que je cliquais sur annuler. J'ai retiré chaque acompte, le lieu, les fleurs, l'animation. Chaque facture portait mon nom, chaque annulation me donnait l'impression de récupérer une petite partie de moi-même que j'avais donnée sans m'en rendre compte. Quand je suis arrivé au dernier courriel, j'ai fait une pause. Le chiffre au bas de l'écran était douloureux à regarder, de l'argent qui ne reviendrait jamais. Pourtant, cela semblait nécessaire, presque purifiant. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une libération. Le téléphone continuait de vibrer. Je l'ai pris, j'ai vu à nouveau le nom de maman et je l'ai retourné face contre la table. Le son s'est atténué, mais il ne s'est pas arrêté. Il correspondait au rythme de mon pouls, régulier et implacable. Je me suis approché de la fenêtre. De l'autre côté de la rue, la boulangerie fermait. Ses lumières s'éteignaient une par une, et la faible odeur de pain flottait dans l'air nocturne. J'ai pensé à chaque heure supplémentaire que j'avais travaillée, à chaque soirée passée à calculer des paiements, à chaque fois que je me disais que l'harmonie familiale en valait le prix. Quand le téléphone s'est enfin tu, je me suis laissé retomber sur le canapé et j'ai expiré. L'immobilité semblait lourde, mais pas insupportable. C'était le son d'une décision qui prenait place. J'ai ouvert la conversation une fois de plus. Le message supprimé avait disparu, mais son souvenir restait clair dans mon esprit. Je ne ressentais plus de colère ni de tristesse, seulement une paix calme et ancrée. Avant d'aller me coucher, j'ai complètement éteint mon téléphone. L'écran est devenu noir, et la pièce est retournée au silence. Je suis resté assise là quelques instants, à écouter ma propre respiration, et j'ai réalisé que j'avais enfin cessé de payer pour le bonheur des autres. Le matin du mariage a commencé par un silence, du genre qui semblait presque intentionnel, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Je me suis réveillé avec un téléphone qui vibrait sur la table de chevet, l'écran brillant sous la douce lumière qui filtrait à travers les rideaux. Des dizaines d'appels manqués, de messages non lus et de notes vocales inondaient l'écran. Pendant une brève seconde, j'ai pensé à retourner le téléphone, à prétendre que rien de tout cela n'existait. Mais la curiosité, ou peut-être l'inévitabilité, m'a fait glisser le doigt pour le déverrouiller. La conversation de groupe familial explosait. Les messages affluaient de la part de maman, de Coralie, de personnes que je reconnaissais à peine mais qui se sentaient soudainement en droit de paniquer.
Le fleuriste a annulé. L'orchestre refuse de venir. Ils ont dit que la compte a été retirée. Le lieu demande un paiement immédiat. Chaque ligne portait le même rythme désespéré. Le silence qui avait recouvert la matinée s'est brisé en un seul instant. Je me suis assise lentement, les draps froids contre ma peau, et j'ai lu chaque message. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre ce qui se passait. Chaque fournisseur, chaque contrat portant mon nom avait été annulé la veille. Je l'avais fait calmement, sachant ce que cela signifiait, mais maintenant, en voyant leur panique se déployer, cela me semblait lointain, comme regarder une tempête de derrière une fenêtre. Mon téléphone a de nouveau sonné. C'était maman. Je l'ai laissé sonner. Puis il a vibré pour un appel vidéo de Coralie. Je l'ai refusé. Quand son texto est arrivé, il était long, frénétique, et empreint de cette autorité qu'elle avait toujours cru avoir. Règle ça tout de suite, Camille. Les invités arrivent. Ils posent des questions. Tu dois m'aider. J'ai posé le téléphone à côté de moi et j'ai regardé par la fenêtre. Le soleil du matin grimpait déjà au-dessus de Bordeaux, baignant les rues d'or. Quelque part en ville, le lieu de réception devait se remplir de gens vêtus de lin et de soie, sirotant un champagne déjà trop chaud sous la chaleur du sud. En moins d'une heure, Internet a commencé à réagir. Une vidéo est apparue sur les réseaux sociaux, un court clip filmé par quelqu'un sur les lieux. La légende disait, quand la mariée oublie de payer les factures. J'ai regardé sans le son, mon pouce planant au-dessus de l'écran. La caméra a balayé une salle à moitié décorée. Les arches florales étaient nues, leur base visible là où les fleurs avaient été enlevées. Les lumières ont clignoté une fois avant de s'éteindre complètement. L'orchestre rangeait ses instruments, se dirigeant vers le parking pendant que des invités confus chuchotaient entre eux. Puis la caméra s'est tournée vers maman, ses mains couvrant son visage alors qu'elle pleurait à côté de la table du buffet. Papa se tenait derrière elle, immobile, l'air plus vieux que dans mon souvenir. Finalement, Coralie est apparue dans le cadre, debout au milieu du chaos dans sa robe de mariée. Son expression était partagée entre l'incrédulité et la rage. Sa voix était perdue dans le bruit, mais même sans le son, la frustration dans ses yeux était indubitable. Je n'ai pas souri. Il n'y avait aucune satisfaction à regarder cela. Aucune justification, juste la réalisation silencieuse qu'un cycle venait enfin de se briser. Mon téléphone a de nouveau vibré avec un nouveau message de maman, s'il te plaît, viens. On peut arranger ça. Un autre de Coralie a suivi, tu me dois ça. J'ai verrouillé l'écran et posé le téléphone sur la table à côté d'une tasse de café qui avait déjà refroidi. La journée dehors était lumineuse et bruyante, remplie de ce genre de bruit qui appartient aux gens qui se précipitent quelque part, poursuivant des échéances ou des rêves. À l'intérieur, mon appartement était calme. Je me suis adossé à la chaise, le poids de la matinée s'installant enfin. J'avais passé des années à les sauver de leurs propres dégâts, me convainquant que c'était de l'amour. Mais l'amour bâti sur la culpabilité n'est qu'une forme plus silencieuse de servitude. À midi, la vidéo s'était répandue partout. Des amis me l'ont envoyée. Des inconnus l'ont partagée avec des légendes qui déformaient la vérité. Pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance. Pour la première fois, leur crise n'était pas la mienne à résoudre. J'ai de nouveau éteint mon téléphone et j'ai fermé les yeux. Dehors, la ville continuait sa vie. À l'intérieur, j'ai senti quelque chose changer. Pas la victoire, pas la fierté, mais l'immobilité qui vient lorsqu'une porte se ferme enfin et que vous n'avez aucune envie de la rouvrir. Le lendemain matin, mes parents se sont présentés à mon appartement sans y être invités. J'avais à peine fini de faire du café quand les coups ont commencé, réguliers, impatients et indubitablement familiers. Pendant un instant, j'ai envisagé de faire semblant de ne pas être à la maison, mais leur silhouette à travers le verre dépoli m'ont trahi. Quand j'ai ouvert la porte, maman est entrée la première sans demander, suivie de papa, qui a hésité sur le seuil avant d'entrer. Aucun d'eux n'a dit bonjour. Leur visage était crispé, le genre d'expression qui n'avait rien à voir avec la tristesse, mais tout à voir avec la honte déguisée en colère. Maman a commencé la première. Sa voix tremblait légèrement, non pas d'émotion, mais de l'effort pour garder son sang-froid. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à cette famille ?» a-t-elle demandé. Les gens appellent. Les voisins parlent. Tu nous as ridiculisés. Je me suis appuyé contre le comptoir, laissant ces mots résonner dans la petite cuisine. L'odeur de café frais flottait dans l'air, calme et imperturbable, un étrange contraste avec son ton. Vous voulez dire,
ai-je dit lentement, que j'ai cessé de payer pour le fantasme de quelqu'un d'autre? Ses lèvres se sont serrées. Tu as mis ta sœur dans l'embarras. Tu nous as humiliés. Tous ces invités, tout cet argent. Je l'ai interrompu doucement. Cet argent venait de moi, maman. Papa s'est agité, mal à l'aise, son regard fixé sur le sol. Son silence était une présence à part entière, lourde et familière. Je me suis tourné vers la table où attendait une pile de papiers bien rangés, factures, reçus, virements bancaires. Je les avais imprimés la veille, sachant que ce moment viendrait. Sans un mot, j'ai étalé les documents sur la table. Chaque page portait un numéro, une date, une signature, toutes les miennes. J'ai couvert 72% du coût total, ai-je dit calmement. Chaque fournisseur, chaque acompte, chaque paiement d'urgence. Le reste était censé venir d'elle, mais il n'est jamais arrivé. Les yeux de maman ont parcouru les chiffres. Sa voix s'est adoucie, hésitante pour la première fois. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Non, ai-je convenu. Mais je l'ai fait parce que vous me l'avez demandé, parce que vous avez dit que la famille s'entraide. J'ai marqué une pause, ma voix basse mais ferme. Sauf que ce que vous vouliez vraiment dire, c'est que j'aide et qu'elle prend. Papa a finalement levé les yeux, son regard lasse. Nous voulions juste la paix, a-t-il murmuré. La paix bâtie sur la culpabilité n'est pas la paix, ai-je répondu. Vous l'avez élevé en lui faisant croire que le respect peut s'acheter. Ce n'est pas le cas. Le silence qui a suivi était épais et absolu. La bouche de maman s'est ouverte comme pour argumenter, mais aucun mot n'est sorti. Elle a pris son sac à main, a redressé son manteau et s'est dirigée vers la porte. Papa l'a suivi lentement, les épaules lourdes, sa main effleurant la mienne un bref instant, sans un mot, avant de partir. La porte s'est refermée derrière eux, ne laissant que la faible odeur de leur parfum et de leur eau de Cologne dans l'air. Quelques heures plus tard, j'ai reçu une notification. Coralie avait posté quelque chose sur les réseaux sociaux. La légende disait, certaines personnes ne supportent pas de voir les autres heureux. J'ai fixé la publication un long moment. Sa photo était impeccable, un sourire éclatant, une image soigneusement orchestrée de rétablissement et de grâce. Mais les commentaires racontaient une autre histoire. Sous sa légende, des centaines de réponses affluaient. Certains la défendaient, mais la plupart ne le faisaient pas. Quelqu'un a écrit, c'est drôle comme elle a oublié qui a réellement tout payé. Un autre a ajouté, Camille mérite mieux. Le soir, la vérité s'était répandue au-delà de son contrôle. La sympathie qu'elle recherchait s'est évanouie, remplacée par une vague silencieuse de responsabilité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Je n'ai ni répondu ni posté quoi que ce soit. Au lieu de cela, j'ai ouvert mes paramètres, j'ai changé de numéro et j'ai quitté la conversation de groupe familial pour de bon. Lorsque le message de confirmation est apparu, vous avez quitté le groupe, je n'ai ressenti aucun regret. L'appartement était de nouveau silencieux, mais il ne semblait plus lourd. L'air était plus léger, le calme plus réconfortant que solitaire. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que je n'ai pas su nommer au début. Puis, j'ai réalisé ce que c'était la liberté. 2 mois plus tard, je suis passé devant la même église où tout s'était effondré. Les bannières autrefois éclatantes avaient disparu, les fleurs remplacées par des feuilles d'automne qui dérivaient sur les marches. Je n'avais pas prévu d'être là, ma voiture avait simplement pris la route familière, comme si une partie de moi voulait une conclusion silencieuse. De l'autre côté de la rue, j'ai vu ma sœur, Coralie, sortir du petit café à côté de l'église. Elle avait l'air plus mince, sa posture affaissée sous un manteau qui semblait trop lourd pour elle. La femme qui se vantait autrefois de sa vie chic marchait maintenant comme quelqu'un portant des dettes invisibles. Pendant un instant, elle ne m'a pas remarqué, mais quand elle l'a fait, nos regards se sont croisés. Il n'y avait plus de colère dans les miens, et peut-être pour la première fois, aucun dans les siens non plus. Elle a fait un petit signe de tête, un geste à mi-chemin entre des excuses et de l'épuisement, puis a traversé la rue sans un mot. Plus tard dans la journée, j'ai appris par une vieille connaissance que le mariage de Coralie s'était effondré en quelques semaines. Son mari l'avait quittée après avoir découvert les prêts impayés et les factures qui s'accumulaient à son nom. Maman avait vendu la maison familiale pour couvrir ce qu'elle pouvait, tandis que papa avait repris un travail à temps partiel dans un atelier de réparation, essayant de les aider à survivre. L'ironie était piquante, mais pas satisfaisante. Ce qui ressemblait autrefois à une justification me semblait maintenant plus comme une distance, celle qui me permettait enfin de respirer librement.
j'avais déménagé dans un petit appartement près du nouveau quartier technologique, à seulement 15 minutes à pied du centre social où j'enseignais des compétences professionnelles à des étudiants. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi, calme, fonctionnel et construit grâce à un travail honnête. Chaque matin, je passais devant une fresque murale près de la gare qui disait « Construisez quelque chose de réel ». Chaque fois que je la voyais, j'avais l'impression qu'elle s'adressait directement à moi. Un soir, alors que je triais de vieux fichiers sur mon téléphone, j'ai retrouvé la capture d'écran de ce message, celui qui avait tout déclenché. Les mots me fixaient encore, une fête chic, pas pour les prolétaires. Mais au lieu de l'amertume, un léger sourire s'est formé. Le message ne faisait plus mal. Il avait simplement révélé qui nous étions. Ils m'ont traité de prolétaire, me suis-je murmuré. Mais j'ai bâti une vie qu'ils ne pourraient jamais se permettre. Cette pensée s'est installée doucement, non pas avec fierté, mais avec paix. L'amour familial ne signifie rien sans le respect. Lorsque les gens vous utilisent parce qu'ils supposent que vous ne direz jamais non, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est d'arrêter. S'éloigner ne signifie pas être cruel, cela signifie protéger ce qu'il reste de votre dignité. J'ai cru un jour que l'amour exigeait de l'endurance, mais j'ai appris que l'amour sans limite devient de la servitude. Parfois, se choisir n'est pas égoïste. C'est la seule façon de survivre avec son âme intacte.